Le rapport de la Commission présidentielle pour la liberté individuelle et l'égalité continue de faire débat en Tunisie. Ce rapport de 232 pages recommande notamment l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité ou encore l'égalité entre hommes et femmes dans l'héritage. Ces propositions heurtent certains Tunisiens qui les jugent contraires à l'islam, d'où ce mouvement de protestation organisé par la Coordination nationale pour défendre le Coran et la Constitution dans la capitale tunisienne. La marche qui réunit des milliers de Tunisiens intervient 2 jours avant la fête de la femme en Tunisie et un discours du président de la République qui devrait proposer des projets de loi inspirés du rapport de la Commission pour les libertés individuelles et l'égalité. Formée il y a 1 an par le président Béji Caïd Essebsi, la Commission a en juin dernier proposé une série de réformes pour traduire dans les lois l'égalité inscrite dans la Constitution depuis 2014. Elle suggère principalement que le patrimoine familial soit par défaut partagé de façon égale entre héritiers, hommes et femmes, alors que la loi actuelle qui s'appuie sur le Coran prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Le président tunisien qui doit prononcer lundi un discours à l'occasion de la Journée de la femme pourrait évoquer cette réforme épineuse. Une nouvelle manifestation en faveur de l'égalité et des libertés individuelles est prévue lundi soir après son discours. Les échanges de tirs ont eu lieu dans la ville d'Al-Arish après que les autorités aient reçu des informations sur la présence d'éléments terroristes cachés dans la région, selon une source au ministère de l'Intérieur. 12 terroristes ont été tués sans faire état de victimes parmi les forces égyptiennes, a ajouté cette source sans préciser la date de l'affrontement. Des pistolets, des munitions et des engins explosifs ont été retrouvés sur les lieux. Selon des chiffres officiels, plus de 200 djihadistes et une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement le 9 février dernier de l'opération militaire baptisée Sinaï 2018, visant à déloger des djihadistes de la branche locale de l'EI du nord du Sinaï dans l'est de l'Égypte. Le 5 août, l'armée égyptienne avait annoncé avoir tué 52 djihadistes au cours des derniers jours dans cette région. Pour rappel, depuis la destitution en 2013 par l'armée du président Mohamed Morsi, issue des Frères musulmans, les forces de sécurité affrontent dans le Sinaï des groupes extrémistes dont l'EI. Des centaines de policiers et des soldats ont été tués dans des attaques djihadistes. Les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé à plusieurs reprises les conséquences sur les populations civiles de la campagne menée par l'armée. Un projet de loi faisant de l'égalité entre hommes et femmes le principe par défaut lors de la répartition de l'héritage sera présenté aux députés en Tunisie dès la fin des vacances parlementaires. L'annonce a été faite ce lundi par le chef de l'État tunisien, Béji Caïd Essebsi. Cette mesure touchant un principe inspiré du Coran et appliqué dans de nombreux pays arabes est l'une des plus débattues parmi une série de réformes sociétales proposées par une commission créée il y a 1 an dans le but de traduire dans la loi l'égalité consacrée par la Constitution de 2014. Cette commission pour les libertés individuelles et l'égalité a suggéré que le patrimoine familial soit partagé par défaut de façon égale entre héritiers hommes et femmes. La loi actuelle, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. La nouvelle loi laisserait toutefois la possibilité aux testateurs soit d'appliquer la Constitution, soit de choisir la liberté en répartissant son héritage selon la règle des 2 tiers. Samedi, une manifestation contre les réformes proposées a rassemblé des milliers de personnes devant le Parlement tunisien. 8 personnes arrêtées la semaine dernière sur l'archipel des Comores. Toutes sont accusées d'avoir tenté d'organiser un coup d'État et de vouloir commettre un acte terroriste. Selon le procureur de la République, ces attaques visaient un certain nombre de personnalités.
Le ministre des Finances, le chef d'état-major, le chef de corps de l'armée, notamment le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou. Sur les 8 personnes arrêtées, 3 ont été libérées mardi. Parmi les 5 maintenus en détention figurait l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Tourki, plus connu sous le nom de Sast, et Barhassan Saïd Ahmed, le frère de l'ancien vice-président Jafar Saïd Ahmed, récemment tombé en disgrâce. Il y a eu des perquisitions qui ont abouti à des matériels saisis, ce qu'on appelle des scellés. Il y a des banderoles. Ces banderoles, je les ai lues. Ce sont des banderoles qui ont été conçues, fabriquées pour utiliser après avoir abattu les autorités, pris le pouvoir, et puis essayer de communiquer, de préparer l'opinion pour adhérer à l'acte. Il y a beaucoup d'argent, 12 500 000 saisis sur les lieux, sur un lieu de l'une des personnes arrêtées. Non seulement l'argent est beaucoup, mais aussi le milieu où il a été retrouvé. Quand on vient dans une maison, on veut voler, on regarde dans les tiroirs, dans le coffre-fort, mais jamais dans la poubelle. Il y a une arme, il y a 2 types d'armes. Il y a l'arme MPA, dont on utilise à bout portant lorsqu'on est en face à face de la cible. Mais aussi, il y a les armes, les grosses armes, sont des kalash. Elles devraient venir d'Anjouan. Ces arrestations surviennent après de nombreuses autres intervenues ces dernières semaines et toutes liées au référendum. Des cas qui viennent se greffer à celui du leader du parti Djoua de l'opposition. L'ancien président Ahmed Abdallah Sambi est assigné à résidence depuis bientôt 4 mois. Incarcéré une première fois durant 10 jours à la prison centrale de Moroni en juin, le secrétaire général du Djoua, Ahmed El Bahwan, a été de nouveau arrêté. C'était le 31 juin. Il est accusé d'association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et tentative d'assassinat. D'abord à Barcelone, sur las Ramblas, l'artère la plus populaire de la ville. Puis quelques heures plus tard à Cambrils, station balnéaire catalane. Il y a un an, un groupe de djihadistes menait 2 attentats à bord de véhicules pour percuter la foule. Bilan, 16 morts et plus de 100 blessés. Aujourd'hui, c'est à travers ces photos que les Espagnols découvrent les auteurs de ces attaques, préparant des bombes ou tout sourire avec une ceinture d'explosifs. Il s'agit d'un groupe de jeunes âgés de 17 à 28 ans d'origine marocaine, dont plusieurs avaient grandi à Ripoll, petite ville de 10 600 habitants, nichée dans les Pyrénées. La vérité, c'est qu'ils sont tous d'ici. Je les connaissais depuis qu'ils étaient enfants. Ils allaient à l'école avec mes enfants. C'est difficile de comprendre comment leur mentalité a pu être changée à ce point. L'enquête s'est centrée sur le rôle clé de l'ancien imam de Ripoll, Abdelbaki Es-Sati, décédé dans la préparation des attaques. Après un passage en prison pour trafic de drogue, il aurait guidé ces jeunes depuis cette mosquée. Mais pour ne lever aucun soupçon, les membres de la cellule s'exprimaient en catalan, travaillaient en entreprise et participaient même à des activités sportives sur ce terrain de foot. Cette radicalisation a été négligée jusque dans le cercle le plus intime de ces personnes. Donc, si même au sein de ce cercle, pouvant passer jusqu'à 24 heures sur 24 avec elles, au sein même du noyau où se déroule la vie privée des gens, si là aussi cette radicalisation a été négligée, elle aurait difficilement pu être détectable par la police. Dans les 18 mois qui ont précédé les attaques, certains membres du groupe ont voyagé en Suisse, en France, en Belgique et au Maroc. Mais après un an d'investigation, les enquêteurs cherchent encore à établir si cette cellule, dont 3 membres survivants sont en prison, avait véritablement des liens avec l'organisation État islamique qui a revendiqué leurs actes. La justice libyenne a infligé la peine capitale à 45 miliciens accusés d'avoir tué des manifestants protestant contre le régime de Mouammar Kadhafi lors de la révolte populaire de 2011.
Cette sentence est une première en Libye depuis la fin de la dite révolte qui renversa le guide libyen. Le verdict a été prononcé à l'encontre de 122 personnes, toutes en détention et jugées dans cette affaire connue sous le nom de périphérique d'Abou Slim, un quartier de la capitale libyenne qui était acquis au régime Kadhafi et où ont été tués les manifestants. Outre les 45 miliciens condamnés à mort par fusillade, la cour criminelle de Tripoli a condamné 54 personnes à 5 ans de prison et en a acquitté 22 autres. Une personne jugée dans ce procès qui dure depuis des années a été libérée dans le cadre d'une amnistie. Pour la petite histoire, l'affaire remonte au 21 août 2011, date du début de la libération de Tripoli du régime Kadhafi, 6 mois après le déclenchement de la révolte. Des miliciens pro-Kadhafi avaient ouvert le feu et tué des dizaines de manifestants près du quartier d'Abou Slim. Mouammar Kadhafi, qui avait dirigé pendant des décennies la Libye d'une main de fer, a été capturé et tué par les rebelles en octobre 2011 près de sa ville natale de Sirte. Depuis lors, ce riche pays pétrolier se retrouve plongé dans l'instabilité avec 2 autorités politiques rivales, le gouvernement d'union nationale à Tripoli reconnu par la communauté internationale, un cabinet parallèle dans l'est du pays soutenu par le puissant maréchal Khalifa Haftar. Bien qu'en prison pour corruption, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva sera de la course à la présidentielle d'octobre au Brésil. Un rassemblement de 10 000 supporters du Parti des travailleurs du Brésil a eu lieu devant la Cour suprême électorale en soutien à la candidature de Lula. C'était après l'enregistrement officiel de sa candidature. Ce geste a ébranlé un concours déjà extrêmement imprévisible auquel participe un ancien capitaine de l'armée qui fait l'éloge de la dictature du Brésil et un défenseur de l'environnement parmi les autres leaders. Lula a commencé à purger une peine de prison de 12 années pour avoir accepté un appartement en bord de mer en guise de pot de vin cette année. Le tribunal électoral rendra bientôt une décision. Ses partisans estiment qu'il a été délibérément exclu de la course. Les bailleurs de fonds considèrent Lula comme un prisonnier politique persécuté par une droite vengeance qui ne lui a jamais pardonné d'avoir élevé des millions de personnes dans la pauvreté et d'avoir attaqué les inégalités raciales et sociales choquantes du Brésil. Le tribunal électoral a jusqu'au 17 septembre pour statuer sur la candidature de Lula. Si Lula est exclu, Haddad courra probablement à sa place, notamment face à l'ailier de droite Bolsonaro et à la militante environnementale de centre-gauche Marina Silva. L'homme a toujours nié les charges retenues contre lui. Mercredi enfin, un tribunal d'Istanbul a ordonné sa remise en liberté conditionnelle. Le président d'Amnesty International en Turquie, Taner Kilik, a quitté la prison quelques heures plus tard. Il avait en effet été incarcéré en juin 2017. Un tribunal avait déjà ordonné fin janvier sa libération avant qu'une autre cour n'annule cette décision. Vous savez dans quelle situation on se trouve en Turquie. J'espère que cela va aller mieux. Je ne m'attendais pas à ma libération jusqu'à l'audience. Je ne m'y attendais pas. Je me sens bizarre. Je n'arrive pas à être complètement heureux. J'ai perdu 15 mois de ma vie pour rien. J'espère que la justice s'appliquera à tous, une justice indépendante et neutre. Je ne suis pas celui qui est dans la pire situation. D'autres vivent des choses bien plus dures. Le procès de Taner Kilik a renforcé l'inquiétude des organisations de défense des droits de l'homme quant à l'érosion des libertés en Turquie depuis la tentative de putsch. Après la mise en échec du coup de force militaire, le gouvernement turc a lancé des purges massives qui ont conduit à l'incarcération de dizaines de milliers de personnes, dont des journalistes critiques et des acteurs de la société civile.